Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Monsieur Thiedrez l'a bien introduit ce matin et a déjà assez longuement introduit le sujet de cette reconnaissance du RCCM qui est un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs de la filière. Vous le savez tous, je pense, autour de la table et du téléphone, la crise ESPN de 2015 a amené au blocage de l'arrivée de certains gros composants sur les centrales du parc et a amené à lancer plusieurs phases de travaux sur les sujets ESPN, la feuille de route à 3 ans, le programme à 4 ans. Monsieur Thiedrez les a évoqués ce matin. Début 2019, l'ASN a exprimé, après la première série de travaux qui a duré 3 ans, que l'application de l'édition 2018 du RCCM constituait une base solide pour la mise en œuvre de la réglementation ESPN. Monsieur Thiedrez l'a bien dit ce matin, c'était déjà une grande étape, une belle reconnaissance. Et malgré tout, cela pose encore des questions. Quelles sont ces questions aujourd'hui ? Comment utilise-t-on une position qui n'est pas une reconnaissance du caractère approprié de ce code? Quel est le statut des travaux encore en cours de codification, du REX qui arrive en cours de route? Comment prend-on en compte ces nouveaux éléments? Ou encore, quel est le statut des éditions qui sont sorties depuis l'édition 2018? On les a citées, l'édition 2020, l'édition 2022 sont sorties, et puis l'édition 2024 suivra bientôt. Donc, pour répondre à l'ensemble de ces difficultés, on a engagé des travaux à l'AFSEN avec la filière pour définir des dispositions autour du code pour permettre les évaluations de la conformité. Françoise le disait ce matin, l'enjeu est d'être stable, prévisible et cadencé dans l'obtention de ces évaluations de la conformité. Et donc, du coup, ces travaux sont engagés depuis maintenant plusieurs mois avec de nombreux échanges avec l'AFSEN et le GSEN et on est proche d'une convergence. Monsieur Thiedrez l'a dit ce matin, nous attendons un accord prochainement, très prochainement, aussi vite que possible et au plus tard cet été, pour pouvoir obtenir cette reconnaissance du code. Alors, quel est l'objectif de cette démarche usage et maintien de ces dispositions autour du code? L'objectif, il est simple, il est de disposer d'un référentiel explicite et partagé, ce qui, pour la filière, est la seule façon d'atteindre rapidement et de manière industrielle une convergence entre les fabricants et les OH. Alors, il y a ce n'est pas si simple. Quand on dit c'est comme ça semble simple, trouver un référentiel explicite partagé, très bien. Mais il faut qu'on trouve le bon équilibre entre des fabricants, d'un côté, qui ont besoin de la plus grande stabilité autour de leur référentiel technique, que ce soit pour un équipement ou pour une série d'équipements. Là aussi, M. Thiedrez l'a évoqué ce matin, il y a aussi un enjeu lorsqu'on lance une série à ce que cette reconnaissance, à ce que les modalités mises en œuvre permettent de lancer une série sans recommencer à chaque nouvel équipement avec un nouveau code. Donc, d'un côté, ces fabricants qui veulent, l'ensemble des fabricants qui veulent une stabilité du référentiel, et de l'autre côté, l'ASN qui a plusieurs craintes, notamment qui souhaite que l'on garde notre attitude interrogative. Le fabricant doit continuer à s'interroger pour garantir la conformité de ses équipements. Et puis, il ne faut absolument pas que cette reconnaissance soit un frein à la prise en compte réactive d'insuffisances du code, de manquements qui auraient échappé de correction d'erreurs, en fait, ou alors un frein à la prise en compte réactive du REX qui peut remonter de la filière. Et donc, du coup, tous les échanges que nous avons depuis plusieurs mois consistent à travailler la bonne solution, les bonnes modalités pour une stabilité, tout en ayant la flexibilité pour prendre en compte des faits nouveaux ou des événements qui pourraient être majeurs et qui nécessiteraient une prise en compte. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, quelle est l'architecture qu'on envisage pour cette démarche usage et maintien du code? Une architecture qui va se structurer autour de 2 courriers que l'ASN va émettre. Un premier courrier qui sera un courrier de reconnaissance de notre note AFSEN des dispositions autour du code. Donc, on le disait, on l'a déjà évoqué, mais cette note AFSEN, elle fixe en fait les règles du jeu pour chacun, pour le fabricant, pour l'AFSEN, pour les organismes habilités, pour le GSEN et pour l'ASN. Et donc, pour que les règles soient claires sur le choix du code, sur ses modalités et les conditions pour obtenir la reconnaissance. Donc, ce premier courrier, il intégrera la reconnaissance de ces dispositions et également, il reconnaîtra les principes de classification des fiches de modification du code. Ça a également été évoqué. Dorénavant, sur le RCCM, à chaque nouvelle édition, les FM sont
classiques, catégorisés de 1 à 4. Les FM de catégorie 1 à 3 prennent en compte des évolutions des états de la pratique et des techniques, ou des corrections éditoriales, Françoise le mentionnait ce matin. Et on a des FM catégorie 4 qui sont des corrections d'erreurs. Et c'est vraiment celles-là qui sont essentielles pour le respect de la conformité aux exigences essentielles de sûreté. Donc ça, c'est le premier courrier de l'ASN que nous attendons. Le deuxième courrier, il conclura par la phrase que M. Thiedrez vous a déjà citée ce matin, sur une édition du RCCM 2018 qui sera déclarée appropriée pour fournir des dispositions et des méthodes pour permettre aux fabricants d'assurer la conformité de leurs équipements N1 et pour permettre aux organismes habilités de la vérifier. Et donc, ce courrier, il sera assorti, cette reconnaissance, elle sera assortie d'une liste finie de conditions à respecter pour obtenir la reconnaissance du code. J'y reviens juste après. En parallèle de ce courrier, le GSEN finalisera un doc qui s'appelle « Consigne GSEN aux inspecteurs pour l'utilisation du RCCM ». Et en fait, ce document, à usage des inspecteurs des organismes habilités, précise les sujets que le RCCM ne traite pas et les sujets qui restent à instruire, et il reprend la liste des conditions finies à respecter pour que l'ensemble des acteurs sachent définir explicitement ce qu'il y a dans cette liste de conditions. Et puis, donc deux courriers de l'ASN qui permettront d'aboutir à cette reconnaissance. Et puis, je vous le disais, il y a un vrai enjeu à ce je vous l'ai cité comme une des craintes de l'ASN. L'ASN souhaite qu'on puisse prendre en compte des faits majeurs qui pourraient arriver. Et donc, dans le trépied de la reconnaissance, il y a la création d'un COPIL fait nouveau qui associe l'AFSEN, le GSEN et l'ASN. Un COPIL qui aura pour objectif d'analyser des faits nouveaux qui lui seront soumis, qui peuvent être soumis par l'ensemble des acteurs, pour pouvoir définir des mesures à adopter. Un fait nouveau, c'est quelque chose de majeur qui arrive et qui remettrait en cause la conformité aux exigences essentielles de sûreté. Et donc, en fait, c'est l'équilibre pour s'assurer qu'on a un référentiel fixe et stable, mais malgré tout, s'il arrive un fait majeur qui remet en cause la conformité, on l'instruit et on voit ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. Donc, si on passe à la slide suivante, quel est le rôle des acteurs dans cette reconnaissance? Je vais zoomer sur le rôle principal de deux acteurs qui sont autour de la table ce matin, notamment les fabricants. Alors, un fabricant qui souhaite bénéficier de cette reconnaissance du caractère approprié du code, que fera-t-il concrètement demain? Il choisit l'édition de son code, conformément à la note AFSEN qui sortira, la note usage et maintien. En règle de base, ça sera la dernière édition reconnue par l'ASN. Mais je l'ai mentionné tout à l'heure, en considérant la notion de série. Si on est dans une série, il y aura des modalités pour pouvoir bénéficier de l'effet de série, y compris sur la prise en compte du code. Ensuite, le fabricant, il comprend et il applique le code selon les modalités de son niveau de SPN et selon les conditions de son analyse de risque. Il prend évidemment en compte la liste des conditions finies qui est spécifiée dans le courrier de l'ASN, et puis il suit les évolutions du code selon les principes qui sont aussi définis dans la note d'usage et de maintien. Et je vais vous le mentionner, les FMK4, qui sont les corrections d'erreurs qui arriveront dans les éditions ultérieures, devront être analysées et prises en compte pour bénéficier de la reconnaissance du code. Et moyennant donc cette démarche, le fabricant n'a plus à justifier des dispositions du code, il bénéficie automatiquement de la reconnaissance. En regard de ça, pour l'inspecteur, qu'est-ce que ça change? L'inspecteur de l'organisme habilité, il évalue la bonne application du code et la bonne application de la liste des conditions finies, qui est spécifiée dans sa note de consigne aux inspecteurs. Et si une question lui vient sur la capacité du code à satisfaire certaines ES, exigences essentielles de sûreté, il consulte sa direction technique avant de formuler un écart. Donc, il y a une volonté de rendre l'obtention de l'attestation de conformité plus industrielle parce que tout le monde a le même référentiel et du coup, plus de questions sans réponse modulo l'effet nouveau. Et donc là, j'en viens à mon dernier point. Tous, nous avons le devoir de saisir le COPIL fait nouveau à bon escient si il y a un fait nouveau qui arrive. Et je vais détailler ce qu'il y a aujourd'hui dans la liste des conditions finies qui pourra vous éclairer sur ce qui pourrait arriver demain dans ce COPIL fait nouveau.
Donc, cette liste de conditions finies, elle est aujourd'hui alimentée par plusieurs sources. On va obtenir dans un premier temps, M. Thiedrez le disait ce matin, la reconnaissance de l'édition 2018. Et donc, il y a les éditions 2020 et 22 déjà à disposition. Donc, dans la liste des conditions finies, on intègre les fiches de modification K4, donc les corrections d'erreurs déjà codifiées dans les éditions 2020 et 2022. On intègre également des modifications du RCCM dont la nécessité a été jugée, qui ont été jugées essentielles au cours des travaux d'évaluation du code par le GSEN. Et on prend en compte certaines FM qui prennent en compte un REX à enjeu particulier, et on pense notamment au REX soudage. Un certain nombre de FM suite au REX soudage sont intégrés dans la liste de conditions finies. Donc ça veut dire qu'il y a dans cette liste de conditions finies aussi bien des fiches de modification déjà codifiées dans les éditions 2020 et 22 que des sujets qui ne sont pas encore codifiés. Certains et la plupart le seront, enfin même tous aujourd'hui le seront dans l'édition 2024 du code. À titre d'illustration, on peut citer notamment l'exemple des traitements thermiques de détentionnement. Dans la liste des conditions finies, il y a des modalités visant à limiter les effets préjudiciables des gradients de température. Il y a aussi les FM, je vous le citais, des FM issus du REX soudage et donc des problématiques qu'on a pu connaître qui sont déjà codifiées dans l'édition 2022 et des sujets qui le seront dans l'édition 2024. Cette liste, elle est aujourd'hui constituée d'une vingtaine de conditions et avec la reconnaissance des éditions ultérieures, elle a vocation à diminuer modulo l'émergence d'un nouveau sujet de l'ampleur du sujet des traitements thermiques de détentionnement et des choses qu'on ne savait pas sur ces sujets-là, par exemple. Et donc, si j'en viens à ma conclusion, avant de prendre vos questions, vos éventuelles questions, je le redis, la profession attend de cette démarche une forme d'industrialisation des évaluations de la conformité avec un standard reconnu de tous, tout en traitant en parallèle les faits nouveaux de façon adaptée. On le disait, c'est vraiment en écho de notre ambition AFSEN-GSEN qui est d'avoir un processus stable, cadencé et prévisible. Nous attendons le retour et la position de la SN rapidement et au plus tard cet été. Et un des enjeux essentiels pour qu'on bénéficie vraiment de cette industrialisation, c'est que l'ensemble des acteurs qui vont être impliqués dans la démarche demain aient bien compris les modalités, aussi bien les donneurs d'ordre que les fabricants et les inspecteurs des organismes habilités. Et du coup, pour ce faire, des actions sont déjà engagées, aussi bien par l'AFSEN que par l'APAV ou le BV qui ont aussi prévu de former leurs inspecteurs. Tout le monde, en fait, va avoir une phase d'accompagnement de ces équipes pour que tout le monde comprenne les modalités de cette reconnaissance qui nécessite la compréhension de la liste des conditions finies et de ses modalités pour que l'industrialisation soit effective et permette de bénéficier de ce caractère approprié. Et donc, je le redis, ça a été dit en introduction, mais c'est vraiment une démarche associant l'ASN et je pense que dans cette période où on s'apprête à vivre un renouvellement du parc nucléaire et puis une prolongation de la durée de vie de nos centrales, c'est vraiment un outil indispensable pour standardiser nos évaluations de conformité. Françoise le disait ce matin, si on veut réussir, il faut qu'on soit cadencé. Et donc, ce standard reconnu est vraiment une grande étape avec l'ASN pour marcher sur cette route dont nous a parlé M. Thiedrez ce matin.